commencement aujourd'hui, au commencement ensemble. Pourquoi? Parce que c'est le moment. Il y a un appel pressant et nouveau. L'effondrement des appareils politiques que nous avons vécu en France, ce n'était qu'une étape, qu'un symptôme de ce qui est en train de se produire dans ce moment particulier. Il y a une sensibilité à fleur de peau. Elle est parfois en nous, mais elle est aussi surtout dans le peuple et dans la population. Je ne sais pas si vous sentez, si vous ressentez cette sensibilité actuelle. En tout cas, il nous faut la saisir, non pas avec notre rationalité, mais avec notre cœur, au profond de nous-mêmes. Et c'est elle qui dicte le moment. C'est elle qui pose les questions. La société française a soif. Soif de fond, soif de sens. Il faut bien apporter quelque chose à cette soif, y répondre. Les Français ont soif, ils sont dans un sentiment de solitude, d'incertitude, de servitude aussi. Et je dis les Français, mais aussi une bonne partie des peuples européens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conscience dans le peuple actuellement. Ils ont parfaitement conscience actuellement, les Français, les peuples européens, de subir une aliénation croissante, une perte de repères, d'être enfermé chaque jour un peu plus, je dis bien enfermé, comprimé, dans un individualisme asséchant et harassant. Ils servent un système qui leur demande chaque jour un peu plus pour se formater dans leur travail, dans leurs relations, dans leurs loisirs, dans leur échange, dans leur être, surendettement, surconsommation, surexploitation du monde, surinformation. Ils sont sommés de se surpasser chaque jour un peu plus ou n'être plus rien. Étrange alternative, d'ailleurs, que notre propre président de la République a énoncé de manière étonnamment sincère dans la description de ce qui se passe. D'être plus rien, des territoires perdus, on l'a vu, des citoyens de seconde zone, des déracinés expulsés de la société du spectacle, rejetés vers le vide, perdus pour la bataille d'une croissance qui ne vient jamais réellement, en fait. Ils sont mentalement, spirituellement épuisés dans un monde qui est lui-même physiquement épuisé. Mais cette conscience, c'est aussi une soif d'autre chose. Il ne faut pas être pessimiste. Soif d'une intelligence du travail, soif d'un juste entrepreneuriat, implication dans des communautés de projets fraternels qui leur donnent et qui nous donnent à tous une place l'un par rapport à l'autre. Espace de relation, forme de loyauté dans les liens, économie respectueuse du monde, des territoires, une valorisation de l'engagement. En somme, d'autres règles du jeu et d'autres règles de vie. Eh bien, face à ça, il nous faut conjurer trois absurdités qui sont en train d'émerger. Parce que nous ne sommes pas dans un monde théorique, nous sommes dans un monde réel où il y a des forces. Trois absurdités qui sont l'une, la première, la volonté d'accélérer cette course effrénée. Au fond, la solution à cette incomplétude, ça serait d'aller encore plus vite, de se conformer encore plus, de se formater encore plus. Une sorte de fuite en avant, technique, politique. C'est le projet actuellement qui est mené avec une certaine forme de sincérité par ceux qui nous gouvernent. Il y a une deuxième absurdité, c'est de se jeter dans une colère révolutionnaire, tripale, rétroactive, dans laquelle on restaurait les mannes d'une insoumission atavique. On sait où ça a mené. On sait que c'est la sécularisation de soif spirituelle et qu'elle finit forcément dans une impasse parce que l'être humain est trop petit pour la contenir.
Et la troisième impasse, c'est le refuge dans des pulsions identitaires. Et on comprend que dans une société atomisée comme la nôtre, dans laquelle les gens sont dans une cruelle souffrance mentale, physique, de proximité, excepté dans le cœur de quelques métropoles, et encore, on sait bien que cette identitaire, elle est une tentation, elle a plusieurs formes. Ça peut être une identité nationale complètement mythique, ça peut être une identité archaïque, ça peut même être une identité spirituelle. Mais ce sont des refuges, parce que ces identités, comme on l'a dit hier, elles recréent des frontières presque à l'intérieur des êtres humains. Et que cette voie-là, elle est compréhensible, elle doit être entendue. Mais elle est une troisième absurdité. Et ces absurdités peuvent l'une ou l'autre gagner dans le contexte dans lequel nous sommes. Bien heureusement, il y a une sagesse encore dans la population française et dans la population européenne. Elle prédomine encore. Je dis encore parce que cette résilience, c'est une richesse et un trésor de nos vieilles sociétés, de leur héritage de sagesse, de connaissance. Et c'est ces pépites qui ne sont pas du tout des pépites intellectuelles de l'élite, au contraire aujourd'hui, mais qui sont souvent dans une sagesse populaire, dans des inventivités sur le territoire, dans le local. Et bien c'est ça qui va nous faire savoir, qui va nous faire savoir prospérer. Ces perles qui vont nous savoir que nous devons échanger. Et c'est le travail qui est devant nous. Je voudrais le simplifier avant d'aller maintenant dans la méthode, parce qu'il faut être clair, à la fin de cette si riche, et je remercie tous ceux qui l'ont organisé, j'y reviendrai, cette si riche série d'interventions, parfois contradictoires, mais je crois qu'il y avait aussi qui représentaient la même soif avec des réponses divergentes. Je crois qu'il faut essayer de simplifier les champs de notre travail et en même temps de bien comprendre quel est notre projet collectif qu'on va affiner tout au long de l'année qui vient. Mais quels en sont les piliers, quelles en sont les trames fortes? D'abord, on l'a dit, il y a une toile de fond, un socle, je dirais presque non négociable, qui est l'écologie humaine, le préalable. On ne construit pas pour une économie, on ne construit pas pour un progrès abstrait, on construit pour une société de liens et de relations. Et donc le préalable à tout, le préalable à la construction, y compris, on va le voir en économie, le préalable, c'est une société dense et riche de relations. Dense et riche de relations entre les hommes et leur mère nourricière. C'est pour ça qu'on parle d'écologie humaine. On a parlé de la famille, de la solidité de la famille, j'y reviendrai dans notre axe de travail, comme l'a énoncé hier Georgina Dufoy. De la nature, des espaces de dons. L'homme n'est pas un outil mécanique ni une machine connectée. Nous devons retrouver des espaces de gratuité non marchands, dans lesquels la société ne soit pas entraînée. Tout ce qui façonne, standardise l'être humain, quelle que soit son origine, des machines, des projets politiques ou des sociétés privées, doit être combattu et récusé. C'est le préalable à toute possibilité d'agir réellement pour défendre la société. Ça veut dire, bien sûr, beaucoup de travail sur la manière dont il faut faire cela. Quel peut être le rôle d'un État pour créer ce lien? C'est un vrai sujet, c'est une vraie question. Nous sommes actuellement dans un mécanique dans lequel on demande à l'État technopuissant de se renforcer pour aller couper en petits morceaux tout ce qui sont les liens dans la société et la formater au monde. Ce n'est pas le projet d'un État. Nous devons, au contraire, défendre la vision d'un État totalement imbriqué dans la société. L'État, ce ne sont pas des technocrates au sommet qui définissent et qui régissent. Après un moment démocratique ponctuel, parfois détourné par des systèmes médiatiques très concentrés. L'État, c'est une vie commune, du local au national, à l'international, et c'est quelque chose qui doit faire respirer la société, qui doit l'abreuver.
Il ne l'a fait finalement qu'en une période restreinte entre 1945, comme l'a dit Philippe, sous l'impulsion du Conseil national de la résistance, et jusqu'à 1973, où de violentes forces sont mises en place. Des forces étatiques, des forces internationales, des forces d'épargne financière, qui ont voulu instrumentaliser les États pour capitaliser le bénéfice d'une génération et de groupes d'États. Eh bien, nous devons, nous, être fermes et clairs et poser des jalons. C'est pour ça que nous dirons non au CETA et que nous devons nous opposer à la violence, à tout accord international qui puisse, demain, en détournant le droit flexible dans des antichambres, détruire des systèmes biologiques, des systèmes de relations. Nous devons non seulement parler de transition énergétique, mais de bouleversement énergétique immédiat. Nous devons donner des priorités, nous devons nous dire non à une concentration des pouvoirs dans les GAFA. Pourquoi? Parce qu'il est inimaginable que des systèmes comme ça concentrés puissent formater. La richesse de l'intelligence qui sont héritées par ces sociétés, Apple, Amazon, ce n'est pas une richesse d'intelligence qui a été créée par une génération de chercheurs à un temps donné, comme ça, en quelques années, des génies. C'est l'héritage de générations qui ont travaillé sur des projets industriels, qui s'est trouvé par des systèmes de recherche financés, captés à un endroit, et tout d'un coup développés. Mais ça ne leur appartient pas. C'est un patrimoine commun. Ils n'ont pas tout inventé, ils ont hérité. Ils ne peuvent pas capter. Pour ça, il faut des États, des nations, des institutions et des communautés qui puissent dire non. Première base, fondement, d'abord la société et être intraitable. Deuxième piste et deuxième fondement qui nous réunit, c'est le moteur. Bien sûr, il faut une économie, car l'homme crée. L'homme vit, nous sommes dans la chair et dans le sang. Et nous devons, bien sûr, vivre notre vie et extraire des difficultés quotidiennes des pans entiers de la population et du monde. Nous avons, l'écologie humaine comme toile de fond, un axe clair qui ressort de ce que nous avons dit aujourd'hui, l'économie de la réciprocité. Cette économie de la réciprocité, elle est une rupture avec tout le système économique et financier tel qu'il fonctionne depuis 35 ans et qui a été imposé comme idéologie dominante. C'est un sujet majeur qui est un autre projet politique, un autre projet économique. Comme l'a énoncé Bruno Roche et Pierre-Yves Gomez, nous avons des outils aujourd'hui dont nous savons qu'ils sont possibles. Il ne s'agit pas de prôner et de défendre la décroissance pour la décroissance. Il s'agit d'avoir une nouvelle conception de la richesse, de la gouvernance des entreprises, de la répartition et de l'entreprise elle-même comme un lieu de création collective respectueuse des hommes, des liens et du monde. Et nous proposerons des choses très très concrètes que nous allons travailler dans les prochaines conventions. C'est-à-dire que dans les systèmes fiscaux, Bruno Roche et ses équipes ont démontré depuis 7 ans que si les entreprises investissent dans les relations à leur territoire, dans leurs sous-traitants, dans les villes dans lesquelles elles s'implantent, dans les régions et les pays dans lesquels elles s'implantent, dans le respect de leur environnement, dans la densité sociologique qui les environne, la richesse qu'elles créent est supérieure. Et les États doivent très fermement encourager ces entreprises à le faire par des systèmes fiscaux discriminants, par des règles de normes très précises. C'est tout à fait possible en dehors d'un système mondial. C'est possible ici et maintenant, en France. Alors, je ne dis pas, et c'est la même chose pour l'organisation du travail, où nous savons que nous allons passer dans un monde différent par le système d'information. Mais les États aussi ont inventé des règles de respect de l'intelligence du travail. Peut-être pas un revenu universel, puisqu'on a discuté, peut-être un revenu qui s'appelle un revenu d'activité, puisqu'on voit bien qu'il y a des sommes de travail. Bien sûr. Pour des revenus d'activité. Cette démarche, cette nouvelle économie, elle va se heurter à des forces extrêmement violentes.
nous devons être réalistes, extrêmement réalistes. On nous a annoncé hier la concentration des forces économiques, la concentration des médias, y compris les États qui ont des intérêts particuliers dans les rapports internationaux. Et donc nous allons devoir réellement nous mettre au travail pour être capables de proposer des choses qui soient transposables et organisables ici, directement, dans notre société, sans attendre ce qui a été un leurre depuis des décennies. C'est une régulation abstraite de la mondialisation qui devrait, comme ça, permettre d'éviter, d'avoir à prendre nos responsabilités ici et maintenant. Troisième dimension, une toile de fond, l'écologie humaine, un moteur, l'économie de la réciprocité. C'est une nouvelle méthode politique. On en a parlé tout à l'heure avec la démocratie et ça va me permettre de parvenir et d'aller vers la méthode que nous devons mettre en œuvre pour notre travail. Nous avons fait un choix qui est très clair et très fort. C'est celui de s'appuyer sur les communautés de projets. On considère aujourd'hui qu'il faudrait opposer le local, les territoires, à la nation et à l'Europe. Que ce sont trois dimensions qui sont des dimensions qui se concurrencent et qui se heurtent entre elles. Il ne faut pas avoir cette considération, cette topographie mécanique. Les communautés de projets d'idées sont imbriquées. Pascal l'a dit tout à l'heure, la France n'a jamais vécu de manière isolée. Je voudrais qu'on prenne et qu'on imagine plutôt notre nation, non pas comme un système géométrique avec un État au sommet, des pyramides, des hiérarchies verticales, mais comme un instrument, comme une biologie, comme une cellule vivante. Cette cellule vivante, elle vit d'échanges d'énergie avec l'extérieur en permanence, elle se renouvelle dans l'intérieur de ces tissus de manière continue. Ces tissus intérieurs, ce sont toutes les communautés de projets. Spirituelles, matérielles, les territoires, les villes, les entreprises qui communiquent entre elles et qui prospèrent quand elles échangent de plus en plus. Nous devons, dans la méthode politique, faire, et Jean Reni nous l'a dit quand nous l'avons rencontré, que chaque fois qu'il y a de la bonne matière qui se crée, du bon échange qui se démultiplie, nous soyons capables de le faire fructifier, de le démultiplier, de le rendre réciproque, de le rendre en effet miroir, en croissance. Ce système est en crise, il se nécrose, parce que de l'extérieur, on veut lui imposer des règles qui ne sont pas celui de sa vie. On pourrait se dire, si nous arrivons à durcir autour la membrane, nous allons protéger ce système. Mais c'est impossible. Toute cellule échange avec l'extérieur, reçoit de l'énergie, de l'information et rééchange. Une membrane qui serait solidifiée, une nation qui se fermerait, elle se briserait mécaniquement et irrémédiablement. Donc notre travail, le travail politique que nous devons faire dans la méthode que nous allons construire, c'est au contraire d'avoir une autre vision de l'État, une autre vision de la politique, une autre vision du travail, pour faire que toute cette cellule interne soit plus forte, se renforce, se solidifie dans la solidarité, dans la communauté, dans la relation, dans la construction. Et alors le problème du rapport à la mondialisation, le problème de la construction de l'Europe se posera tout à fait différemment. Parce que nous serons forts en nous-mêmes, par nous-mêmes, pour échanger, pour nous construire. C'est tout l'enjeu de la méthode politique que nous allons construire et développer. C'est vrai, Adrien Glassman l'a dit tout à l'heure, je comprends la réaction anglaise qui est différente de notre histoire française sur l'Europe. Nous avons une vision différente. Moi, je vais faire un petit outing. J'ai voté non en 2009, en 1995, au référendum sur l'Europe. 2005. J'ai voté non au référendum de 2005 sur l'Europe. Ça, c'était pas facile. Je venais de quitter mes responsabilités de secrétaire national du Parti socialiste aux relations internationales pour les laisser à Pierre Moscovici. C'était un moment un peu compliqué par rapport à tout mon engagement. Parce que ce qui était fait, ce qui était demandé, c'était de valider toute cette dérive de la construction européenne depuis quelques années. Moi, je pense qu'au contraire, l'Europe a une possibilité, à condition de revenir
ce qu'elle avait perdu, une communauté de communautés, une communauté de nations qui sont elles-mêmes des communautés de communautés, avec une circulation, non pas une union qui est une addition d'intérêts particuliers avec des négociations de compromis, mais une dynamique biologique, une dynamique politique. Et elle part de la base, elle va jusqu'à l'Europe. Eh bien, c'est ce que nous devons bâtir. C'est ce que nous allons faire et nous allons construire, donc dans l'année qui vient, à partir de toutes les idées, de toutes les intuitions, de toutes les contradictions que nous avons aujourd'hui posées sur la table. Et nous allons le faire dans une méthode qui va justement ne pas être une méthode verticale, mais être une méthode de densification, de travail collectif. Nous allons, à partir du travail qui a été réalisé aujourd'hui, organiser ensemble plusieurs conventions thématiques qui vont être décentralisées dans les territoires. Elles vont être des moments où nous allons aller à la rencontre dans le domaine de l'économie, de l'entreprise, de la santé, du social, de l'agriculture, de la biodiversité, de tout ce qui se construit comme projet sur les territoires, de toutes les failles aussi, de toutes les faiblesses. Nous allons vous demander de vous engager dans chaque grande région, si vous le souhaitez, autour de nos délégués régionaux qui sont le relais, pour choisir chez chacun de ces thèmes de convention de devenir, dans le domaine que vous appréciez, ambassadeur thématique, c'est-à-dire d'aller être celui ou celle qui va aller animer sur le territoire un travail de recherche, de contact, de lien, qui ne va pas aller vers une convention, on va donner la vérité révélée sur l'agriculture, mais qui va permettre d'avoir des conventions thématiques qui vont être des points relais. Et de manière permanente, nous allons nourrir ainsi, jusqu'à la fin de l'année 2018, un projet dense mais bien articulé sur ces trois piliers, écologie humaine, économie de la réciprocité, méthode de communauté de projet contre les communautarismes et les fermetures, qui va être notre fonctionnement. Et, je l'espère, avec la construction parallèle en même temps d'une internationale personnaliste qui va nous permettre de poser notre démarche tout de suite dans une réalité partagée avec le monde. Ce travail, il sera fait en liaison avec des experts, parce que nous ne récusons pas l'expertise, mais nous allons relier en permanence un collège d'experts avec ce travail que vous allez faire sur les territoires, que nous allons faire sur les territoires ensemble, avec des webinars, des webconférences, des gens qui vont descendre, des experts qui vont descendre dans des hôpitaux pour rencontrer des aides-soignants, dans des maisons de retraite, pour voir comment se passe le problème des générations, dans les entreprises. Et nous allons faire ce travail difficilement, parce que nous sommes tous des non-professionnels de la politique, donc nous avons des familles, nous avons des engagements. Mais nous allons le faire parce qu'il y a une nécessité à un moment particulier de servir tout au long de l'année 2018, en espérant, en voulant, en ayant la volonté vers 2019 d'aller vers un projet global, qu'une dernière convention en janvier 2019 portera sur le thème local, nation, Europe. Parce que tout l'enjeu de ce travail de remise en maillage de ces communautés, c'est justement de briser ce qui, depuis 20 ans, casse tout projet politique, d'expliquer que l'extérieur nous empêche d'être nous-mêmes, nous empêche de prendre notre responsabilité, nous empêche de nous engager. Et donc cette dernière convention, elle va démontrer qu'à condition de créer une dynamique de ce type-là, à condition, comme l'a dit Jean Vanier, de libérer toutes les petites lumières qui sont dans la société, dans les communautés, dans les êtres, nous avons une puissance, nous aurons une puissance qui sera inarrêtable. Et la question donc n'est pas de savoir aujourd'hui si nous sommes de gauche ou de droite. Ces références ont évolué et ont changé. Sur le caractère intraitable des repères et de la société, pour une union, nous sommes de droite. Sur notre volonté de justice sociale, une nouvelle entreprise, un nouvel entrepreneuriat, on pourrait nous dire, peu importe, ces repères sont en train de changer. Le monde dans lequel nous allons se bouleverse. Nous sommes dans une autre période. De la même manière, sommes-nous en opposition? Oui, mais pas dans une opposition à une personne, même pas à un gouvernement, même pas à un pouvoir. Nous sommes en opposition à un système, à des sphères qui sont en train de se mettre en place et qui échappent à peu près
à tous les pouvoirs et qui les instrumentalise. Là, cette opposition, elle doit être intraitable. Mais nous vivons en France, de manière maligne, une atmosphère d'hystérisation, et pas seulement en France, qui sert ces systèmes, parce qu'ils déchirent les gens entre eux. Et Refondation devra être un lieu intraitable d'opposition et à la fois un lieu d'accueil, de patience et de construction. Et ce chemin, cette porte, elle est extrêmement étroite, vous voyez bien. Elle nécessite, elle appelle une fermeté morale, une fermeté intellectuelle, une immense modestie face à l'enjeu des problèmes et surtout que nous soyons dans un collectif. Et je voudrais terminer par cela, si vous le voulez bien, avant qu'on puisse réfléchir. Nous sommes personnalistes. Nous sommes personnalistes d'abord dans l'organisation de ce mouvement, c'est-à-dire dans l'organisation des relations internes. Nous avons, certains d'entre vous, fait de la politique d'une certaine manière. Moi, je dis, j'ai vécu cela, d'autres l'ont vécu. Pris dans un système. Ici, il ne doit pas y avoir de rêve de pouvoir, de rêve de mandat, de rêve d'ego. Non pas parce que ce n'est pas bien d'avoir des rêves, au contraire, mais parce que les souffrances sont énormes, parce que cette solitude souffrante, y compris pour l'homme politique qui lui-même souffre, parce que moi je peux vous le dire, je n'ai pas connu beaucoup d'hommes et de femmes politiques heureux et heureuses dans ce que j'ai traversé, doit être renversée. Et si nous ne le renversons pas en nous-mêmes, dans la manière dont nous allons construire notre propre mouvement, il est clair que nous ne pourrons pas le conduire dans la société et installer cette paix créatrice, cette fécondité que nous voulons construire ensemble et que nous voulons diffuser, faire rayonner. Donc notre attitude, notre comportement, la forme de notre engagement, c'est peut-être le premier levier de la réussite pour notre parti, qui a une vocation non pas à être du poil à gratter, nous sommes une avant-garde aujourd'hui, non pas à être un cri, mais à être une force de changement majoritaire. Vous voyez bien que dans l'échiquier politique qui est en place, ce qui tient le plus à cœur à cette soif, dans cette soif que j'ai décrite des Français, elle n'a aucune traduction aujourd'hui. Elle ne fait l'objet d'aucune proposition. Et donc notre responsabilité, votre responsabilité, comme petite avant-garde aujourd'hui, est essentielle. Nous n'allons pas le faire avec des grands médias, nous allons commencer par une méthode différente. Des conventions dans les territoires, les réseaux sociaux, la presse quotidienne régionale, parce que beaucoup de choses se passent là, et nous avons d'ailleurs commencé par cela. Et puis votre lien à vous, dans tous les territoires dans lesquels vous êtes, les entreprises. Il y a beaucoup de gens qui viennent de province aujourd'hui. À peu près 30 à 40% des gens qui sont là viennent de province, et c'est déjà en soi, pour la journée d'aujourd'hui, une chance et un pari, une porte d'ouverture, une porte ouverte sur des choses tout à fait différentes dans notre construction. Il faut bien vous dire, nous avons été à peu près entre 240 et 300 pendant cette journée fondatrice, cette journée d'avant-garde. Tout l'enjeu maintenant de la construction de ce que nous allons faire, c'est d'être capable d'aller passer ce message et d'aller créer un entraînement, de le formaliser, de l'expliciter, de le simplifier, de le porter et de le transformer en propositions concrètes et réalistes, concrètes et réalisables, et de témoigner d'expérience pour le faire. Alors, voilà, cette page s'ouvre. Il me faut remercier, pour terminer, ceux qui ont organisé cette journée. D'abord Philippe, qui a été le constructeur de ce travail, et qu'il a porté, et je le remercie. Je remercie son épouse aussi, parce qu'ils l'ont porté ensemble. Tout ce qui se fait, on le fait forcément d'abord dans le cœur de nos familles et de nos êtres partagés et réciproques. Tout se nourrit, tout se construit là. Je voudrais remercier beaucoup de gens que je ne pourrais pas tous remercier. Geoffrey qui a fait un travail formidable. Je voudrais remercier Pierre Le Turc, Vincent et Eva, Mayol qui a fait les vidéos, tout un groupe de gens qui ont travaillé, l'équipe de CFM, Christian Fondacci et tous ceux qui sont venus nous aider pour tout ce qui est multimédia. Je ne pourrais pas remercier tout le monde, je m'en excuse, mais vraiment, ce qui s'est passé déjà dans la manière dont cet événement a été construit est révélateur
d'une unité et d'un état d'esprit qui, si nous le conservons, va nous permettre d'être des vrais témoins de l'avenir. Merci à vous.